KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Des deux jeunes filles debout sur le palier, la plus grande est celle qu'Augustin connaît déjà, qui lui a parlé à l'église. Et à la réflexion, ce fait paraît à l'enfant profondément juste et raisonnable. Il ne peut en être autrement. C'est le déterminisme des féeries. Chaque événement de ces invraisemblables heures participera de leur même couleur dorée. C'est d'elle aussi qu'émane ce rire merveilleux, encore visible sur ce visage lisse, moqueur et éblouissant, auprès duquel il est tout à fait impossible d'en regarder d'autres. Augustin est inondé d'une béatitude si dominatrice et si tendre qu'il sent immédiatement grandir entre la jeune fille et lui, organe de protection, une timidité forcenée à laquelle rien ne l'arrachera. L'enjouement cérémonieux de son père, la musique de ses paroles à elle, tout cela traverse douloureusement le silence où le petit garçon s'enferme. Son cœur reste baigné dans une douceur folle, farouche et pleine de honte qui va rester un de ses grands secrets. Et elle s'en va. Par le même escalier qu'ils viennent de monter, elle descend avec sa compagne pendant qu'ils entrent tous les deux. Occupé aux conversations liminaires avec la femme de chambre, son père remarque à peine qu'il se retourne impulsivement pour revoir celle qui s'en va, maintenant qu'est disparue l'oppression de la présence et qu'un terrible regret la remplace. Une main gantée de blanc lui fait signe pour sa confusion et pour sa joie. Le reste est noyé sous des épaisseurs de passé. Peut-être même cet étrange trouble ne surnage-t-il que parce qu'Augustin est revenu bien des fois, en les alourdissant sur les traits primitifs. Il se souvient de parquets d'un noir brun, compliqués et symétriques. Des meubles graves présentent une immobilité si noble que serait blasphématoire l'idée de les faire servir, d'y placer par exemple du linge ou du pain, de tirer sur les cuivres des poignées. Le bruit de leurs deux pas mêlés s'est arrêté net, bu par de hautes laines. Augustin se trouve dans la brusque lumière verte d'une pièce immense, percée de baies sur les mêmes paysages de jardins qui figuraient déjà au rez-de-chaussée. D'autres meubles, parents des premiers, mais haussés de tons fauve doré, solennels, voisinent avec maintes choses, de leur sorte, de leur caste, dont le détail est perdu. Ils doivent être capables d'engager avec elles un dialogue dans leur langue humaine, avec leurs mots d'autrefois. Intentionnellement disposés çà et là dans la vaste pièce, sont des emplacements spéciaux par lesquels il convient de passer, des invitations courbes à se rendre à telle place précise et non pas à telle autre. Contre le mur du fond, dans une étonnante cheminée blanche, à l'extrême portée du regard et de l'impression, un feu de bois siffle avec douceur en plein printemps. L'extraordinaire parfum dont on voit bien, maintenant que celui de l'escalier n'était qu'une imitation, circule en volume massif, et si préhensible qu'Augustin est bien sûr de lui arracher cette fois le secret qu'il dissimule. Tous ces fragments disséminés, mais unis par une ressemblance de famille, ont clairement l'intention de diriger l'esprit vers une chose commune, centrale, autour de laquelle tout doit sans doute s'ordonner. Mais ce point suprême reste irrévélé. Augustin ne l'a pas découvert encore, à moins qu'il ne soit la main violette et vêtue de mitaine dont une très vieille dame, assise dans le contre-jour d'un fauteuil à oreilles, agite avec un tremblement plein de dignité un face-à-main d'or ciselé. Les mots qu'ils se disent, elle et son père, Augustin ne les retrouvera jamais, bien entendu. Tout au plus voltige dans le grand recul du temps, reconnaissable encore sous les reconstitutions, quelques restes d'une voix cassée et dominatrice, où certaines diphtongues sont filées comme des notes faibles et nobles, qu'il est de haute convenance de laisser rendre toute leur valeur nasale et tout leur timbre.
Surtout, plus que ces détails, plus que cette main ou cette voix, ce qui occupe l'âme d'Augustin, c'est l'inépuisable étonnement d'ensemble où le plonge cette vieillesse, si différente de toutes celles qu'il connaît déjà. Des loueuses de chaises de l'abbatiale, de la vieille femme d'en bas, de n'importe quelle autre vieille femme. C'est une vieillesse soigneusement maintenue et pénétrée par les incomparables aromates que secrètent tous ces environnements. Comme le vague jaune miel imprégnant le marbre blanc de la cheminée, ou la terne eau glauque logée dans la glace, la distinction jointe à cette vieillesse est un caractère extérieur lentement déposé par l'âge, devenu motif ornemental, chargé de déceler son rang social et son style. Docilement assis sur sa petite chaise, Augustin en subit la silencieuse et opprimante grandeur. Brusquement, prend vol l'idée unique et suprême incluse en toutes ces choses, qu'elles expriment toutes, chacune avec sa nuance, non seulement l'odeur, mais aussi le feu de bois, le long passé des meubles, les baies sur les jardins, jusqu'au reflet des verres hypermétropes parmi les ciselures du face-à-main en or. Cette idée, si longtemps cherchée, Augustin la découvre enfin, est celle de marquise. On s'en rend compte si l'on prolonge lit et lait pour qu'ils aient le temps de dire tout ce qu'ils ont à dire avant d'expirer. Marquise douairière. L'énigme résolue, Augustin brûle d'en soumettre le mot à son père, dès son retour dans la rue. Un juste orgueil l'enflamme. L'étonnant salon ne l'intimide presque plus. Là comme partout, l'éclat de l'évidence a porté son apaisement et sa sérénité. Même la vision radieuse de tout à l'heure, elle est aussi mordue par l'idée, y perd peut-être quelque chose de son caractère ineffable. Car Augustin est encore trop ingénu, trop agissant, trop animal pour dépasser par ses rêves les apports du réel, en distendre les dimensions authentiques. Il est trop petit aussi pour savoir que le grand air et les 1000 aventures de la rue vont ternir l'éclat de ces images, enfêler le pur émail, l'émietter sur les trottoirs du retour. Avant qu'il ait le temps d'attaquer le sujet de la marquise douairière, voici qu'un monsieur aborde son papa. Il s'appelle monsieur Marguillier. Augustin l'a déjà vu une fois et ne l'aime pas. Il a tiré par amitié l'oreille d'Augustin. Il a tiré trop fort et lui a fait mal. Il porte une serviette sous le bras, comme un professeur. Sur son visage, entre des favoris rasés, réside à demeure un clignotement permanent de ruse et de force. Leur dialogue est plein de familiarité tutoyante, émaillé de mots nouveaux et impressionnants. « D'où que tu t'amènes ?»« Ah oui, les 2 préfailles. La vente des sablons les avait remis à flot. Mais il y a 15 ans de ça. Et un jour ou l'autre, ça tirera dur. Le père chose, la députation, tout ça, c'est entre nous, hein, mon vieux. Toi, c'est pas ton rayon. » Monsieur Méridier prend un air qu'Augustin ne reconnaît pas davantage, une expression de complicité timide et de subordination semi-railleuse. Ce dialogue qui stupéfie l'enfant, c'est le réel et le présent contre lequel aucun rêve ne vaut, aucun souvenir, même éblouissant, n'est de force. Celui de la jeune fille est en train de s'émacier, de perdre sa substance. Il se prépare à participer d'un conte de fées, à se faire intermédiaire entre ce qui est arrivé et ce qui ne peut pas l'être. Les choses véritablement vraies sont celles qui ont le pouvoir de recommencer régulièrement, de se changer en habitudes commodes, comme faire ses devoirs, déjeuner, aller le dimanche à la messe avec sa maman. Mais vous sentez, sans doute, combien il est invraisemblable que cette jeune fille merveilleuse consente à revenir régulièrement créer pour Augustin des habitudes de bonheur. Dans le cœur de ce petit garçon décidé, quelque chose se détacha, décrut au fil d'eau inéclairé. En signe de quoi? Augustin arracha la canne de son papa, la chevaucha et gambadant, cria « Tu-tu-tu, tu-tu-tu, tu-tu-tu » Bien peu de gens, sans doute, eussent pu deviner, sous cette prouesse équestre, tant de contraintes sur soi et de fermeté antisentimentale.
Pas même ceux que ce sport inattendu eût certainement étonné d'un petit garçon si réfléchi et si calme. Bien des années plus tard, c'est l'image privilégiée dont Augustin s'émeut encore quand il recherche sur un chemin aux 1000 traces, parmi les innombrables pas d'adultes, les vestiges de ses pas d'enfant. L'autre compartiment de souvenirs était réservé aux hautes terres du Cantal. On se rendait là en plein été, 2 ou 3 semaines après le début des grandes vacances. Il y avait eu plusieurs expéditions semblables avant la naissance de la petite sœur. Là aussi, les souvenirs se mêlaient. On ne pouvait retrouver au juste à quelle époque de la préhistoire remontaient quelques-uns d'entre eux. Détachés de leur souche, ils erraient en un temps sans date et ne savaient où se poser. L'état d'esprit des voyageurs différait devant le voyage. Monsieur Méridier emportait des notes, des livres, et se promettait des joies abstraites. Maman disait « Ah, si ce n'était pas la santé des enfants !» Mais Augustin comptait les jours. Un remue-ménage de malles et d'armoires ouvertes durait jusqu'aux petites heures du matin. D'autant plus gros de promesses qu'il s'efforçait d'être silencieux. Il annonçait l'approche d'un bonheur immense qui filtrait par toutes les claires-voies de la nuit. Cette joie active et proliférante se nourrissait toute seule pendant qu'on dormait, grossissait, finissait par faire éclater le sommeil. Augustin se trouvait réveillé à des heures paradoxales et inidentifiables pour voir que sa jeune maman circulait encore sur des pantoufles sourdes, masquant la lampe de sa main gauche quand elle passait devant les petits lits. Alors il comprenait que ce bonheur était réel, presque arrivé, riant déjà dans cette couleur de vieille paille, distillée par la lampe à huile. Son cœur, libéré d'une trop pesante joie, désormais étale et doucement heureux, lui laissait juste le temps de sentir contre sa joue le tiède et lisse oreiller d'enfant, avant de retomber au sommeil. Du voyage, en chemin de fer, peu de choses en vérité surnageaient. Il y avait 2 sortes de wagons. Les vrais, ceux de 3e classe, seul cadre convenable aux obligations multiples qui incombent à un petit garçon réfléchi. Faire attention, ne pas perdre le paquet qu'on serre dans ses bras, rester bien tranquille sur le siège marron sale, en attendant que tout soit casé. Et puis les autres, capitonnés de bleu et de gris, qui n'ont pas l'aspect des vrais voyages, ne sont pas destinés aux vrais voyageurs. L'idée ne viendrait pas à une personne raisonnable d'aller s'y asseoir. Il y avait aussi 2 sortes de paysages. Celui que traversaient les premières lenteurs du train, les voies enchevêtrées, les cabines d'aiguillage, les maisons d'ouvriers bordant des rues écrasées de charrois. Les paysages ne comptaient pas. On passait sans les voir, comme on n'écoute pas un mot malsonnant. Il commençait de compter dans la grande campagne, quand il glissait à contresens d'un train dont la vitesse de fuite amusait et décevait à la fois. Car le papa d'Augustin lui avait expliqué les différentes espèces de trains. Distincts des omnibus étaient les grands express, dédaigneux qu'Augustin... Distincts des omnibus étaient les grands express dédaigneux qu'Augustin prendrait plus tard, qui vont vers les lointaines villes. Et le convoi haletant continuait son voyage entre des talus en fuite, poussifs et méprisés. Dès qu'enfin l'on atteignait la petite gare perdue où attendait la diligence, le paysage redevenait affectueux et immobile, non plus en contrebas du train, mais de plein pied avec le sol. Il perdait son aspect glissant et instable. Il avait repris racine dans la calme terre. Il vous enveloppait de son long repos. Et malgré cela, pénétré par l'esprit du voyage, il semblait le prolongement des 12 endroits campagnards dont on lisait le nom en lettres jaunes sur les côtés de la voiture, près de la boîte aux lettres. Il était l'extrême pointe des contrées où l'on passerait bientôt. Des paysannes chargées de paniers se rendaient à ces contrées. Elles montaient à l'intérieur de la diligence, tandis que le papa et la maman d'Augustin retenaient les places de devant qui coûtaient 10 sous de plus. On pouvait, à condition de les contourner avec prudence et d'assez loin, contempler les 2 gros chevaux à la queue nouée, autour desquels tourbillonnaient les mouches.
Il les chassait en vain, avec cette queue trop courte, avec leurs pieds, avec les plissements vagabonds de leur peau. Il sentait une forte odeur, pas désagréable. Il sentait le cheval. Tout était si beau qu'on éprouvait, gonflant le cœur, ou peut-être les poumons, ou peut-être le larynx. Augustin connaît le nom de tous ses organes. Une envie de chanter ou de crier. Michelou, le conducteur, hissait par l'échelle des malles qu'il abattait ensuite sur le toit de la diligence. Mais il goûtait peu la continuité dans ses emplois du temps violent. Il les aimait mélangés de rire, de repos et de vin blanc. Aussi querellait-il en rude patois des planaises les paysannes au panier, tandis que la courbe de son ventre, expansive et déboutonnée, tremblant sur sa ceinture en secousses débonnaires, faisait signe que c'était pour rire et qu'il ne querellait pas. Quand tout était chargé, les bâches posées, le véhicule déjà dans cette puissante immobilité d'avant les démarrages, Michelou décevait encore ses clients en s'enfonçant en profondeur d'une des deux auberges qui contemplaient la gare. La diligence attendait, interdite et stupéfaite, comme un énorme enfant abandonné. L'auberge rendait un Michelou tout frais, mal essuyé, humide encore. Ses grands mouvements de bras exprimaient un vague pathétique. Au hasard de la trajectoire, le dos de sa main trouvait l'occasion d'assécher ses moustaches, d'un air désespéré, tandis qu'il déplorait, par le reste de son geste, de n'avoir même pas le loisir d'effectuer correctement cette opération, pourtant fort nécessaire. Enfin, d'une course dont le rythme se transmettait à son ventre, la double et vaste convexité de ses jambes faisait de son mieux pour regagner, par des moyens bien insuffisants, le temps que lui avait fait perdre l'importance du chargement, 1000 circonstances adverses et la volonté des destins. Alors, le vrai paysage commençait. C'était une de ces plaines minces et longues, prises entre l'écartement provisoire des éperons boisés. Dans la densité de leur grasse substance d'herbe, se cache la saveur des terres alluviales et l'imprégnation profonde des eaux. Des odeurs de foin sec et d'étable envahissaient l'air des villages, ceux du moins qui se laissaient traverser. Mais d'autres, plus secrets, tournaient le dos à la route. Derrière le profond écran des buissons percés de trous de poules, on ne voyait que leur envers. On ne savait de leur vie qu'un morceau. Ils ressemblaient au milieu trop court d'une belle histoire, dont on ignorait toujours le commencement et la fin. Elle parlait si bas qu'un certain nombre de kilomètres avaient dû passer avant que vous vous en aperceviez. Mais vous compreniez alors que c'était votre faute et qu'elle parlait déjà depuis longtemps. Bien sûr, elle ne savait dire aucun mot qui fût clair, prononçant par exemple, comme eût fait un livre d'images, « Ce champ de blé est d'un jaune riche » ou « Cette meule de foin est pittoresque ». Qu'importe. Un grave et sensible petit garçon de 7 ans sait se passer de mots pour apercevoir, diffus et en suspens, dans la campagne, un mélange de bonheur et de bonté qui n'a besoin pour se poser d'aucun visage d'homme. Mais, affecté de timidité subite, lorsque maman regarde son petit enfant pour lire dans ses yeux la transparente joie qu'elle espérait, Augustin cache brusquement sa joue et son front contre les bras maternels. Il entend par-dessus sa tête « Allons, allons, gros bêta, aide-moi donc à tirer les paniers !» Nulle apparence maintenant que le paysage ait jamais parlé. Tout n'est que rondelles de saucisson, fruits, fromage, comme la fameuse statue n'était qu'odeur de rose. Des carrés d'un papier spécialement friable dégorgent sur les genoux de maman de bonnes tranches de grillades froides. On verse avec précaution du sel sur des œufs durs. La petite fille veut boire avant de manger. Il faut parlementer longtemps pour l'en dissuader. On transmet à papa les portions qui lui reviennent, avec un verre de vin qui tremble au bout d'un bras. Des gouttes de vin, des pelures de saucisson et de fromage tombent sur la belle caisse jaune. Augustin se sent fort anxieux de ce qu'au prochain arrêt fera Michelou. Un instinct secret et blasphémateur lui suggère qu'en cas de conflit, son père ne serait pas de force.
Mais Michelou dit seulement « Ah ah, vous avez fait boire la petite famille !» Et en même temps que des grimaces et des clignements sur un visage devenu soudain plissotté et resté Rubicon, lui donne un air de camaraderie complice, une familiarité et presque une amitié née d'un vice commun. Hélas, rien ne dure qui ne change. Peu à peu, le beau vase aux parois faites d'air, qui contenait tant de promesses, se vide, s'assèche, on ne sait par quelle fente invisible. Plus rien que de la poussière, d'inertes feuilles vertes, toutes les formes de la lassitude, le feu d'un brutal soleil. Augustin ne se souvient même plus que la terre ait été trempée de fraîcheur et suintante de joie au premier tour de roue. Il n'eût pas voulu revenir à ces moments, pas plus qu'il n'eût souhaité retrouver le départ, les femmes au panier et l'allégresse des premiers villages. Tout était rance et long. Déjà, vers les endroits où se rendait la route, au bout du chemin tordu par tous les caprices des tournants, passant tantôt de ça, tantôt de là, grandissant un peu plus à chaque rencontre, posé dans les premiers moments contre un rideau de forêt, puis balayé, perçant, dressé tout seul, rural et gris de tuiles, dans la poussière du soleil, annonciateur et parti du hameau fin d'étape, on voyait enfin le clocher. Nous sommes à la Borie des Saules. C'est la Borie des Saules. Il faut un certain nombre de répétitions pour se pénétrer de cette vérité. Importante et ridicule, compensant la marche au pas dans la longue campagne, la diligence commence un petit trot triomphal. Elle retrouve à la fin la vitesse du départ. Le milieu s'absorbe et disparaît entre ces deux extrémités étincelantes. La diligence roule désormais devant maintes choses rangées sur le bord de la route. Les hameaux projettent ces objets devant eux, en grand nombre, de chaque côté des chemins vicinaux, pour que les voyageurs connaissent leur approche, les prennent peut-être pour des sous-préfectures, au moins pour des chefs-lieux de canton, et conçoivent de l'estime pour eux. On voit là des lessives sur les carrés de prairie, des troncs d'arbres écorcés, empilés, marqués de lettres rouges par le marchand de bois, une machine à battre rangée pour la nuit, de défiants matous errant dans les jardins, des charrues et des roues avoisinant les hangars d'un charron forgeron, un cortège de poules et d'oies qu'on dérange, et aussi des casseroles rouillées jetées dans les orties avec de vieilles chaussures et d'autres détritus innommés. Qui réfléchit découvre immédiatement qu'il y a deux la Borie des Saules. D'abord cet ensemble d'objets sans prestige qui voudrait bien se faire englober sous ces syllabes délicieuses. Et puis la réalité cachée, voilée mais substantielle, qui se dissimule sur leur timbre pur. Vous sentez tout de suite que c'est un nom doré, joyeux, avec une inexprimable nuance de soir. On ne l'aperçoit que lorsqu'on prononce, avec le velours qui convient, cet « O » plein de soleil jaune et d'un sentiment triste et doux qui est ce qu'on appelle la mélancolie. La Borie des Saules. Exactement comme pour la marquise. « Qu'est-ce que tu as, petit ?» demande son papa, tandis qu'Augustin s'étudie justement à prononcer ce doux nom comme il faut, ce qui a pour effet d'interrompre net l'exercice. Une fois, quand il était bien plus petit, peut-être la première année qu'eut lieu le beau voyage, les cloches de la Borie des Saules se mirent à sonner, juste comme sonnent les cloches dans les voyages ou dans les chansons. Elles sonnaient sans doute pour quelque fête, peut-être un baptême ou un mariage, car d'autres indices montraient qu'on n'était pas à dimanche. Elles jetèrent dans l'air d'11 heures du matin ces beaux sons d'or volant en éclats en même temps qu'ils naissaient, et leurs morceaux tremblants et ondulés fondaient tout de suite dans la substance du ciel. Or, ces sonneries de cloches s'incorporèrent à l'air de la Borie des Saules, et toutes les fois qu'Augustin y revient, elle s'y trouvait, présente et absente à la fois. Elle l'attendait encore, alors que le curé partit, l'église fermée faute de desservants, les diligences disparues, des camionnettes arrêtées devant un bel hôtel neuf pourvu de garage et du téléphone. Il y avait beau temps que dans le clocher aux tuiles cassées, les cloches d'or ne sonnaient plus.
Mais en ces anciens jours, l'abori des Saules n'avait qu'une auberge qui s'appelait Hôtel de la Providence et du Cheval Blanc. À l'appui de cette désignation, les restes d'un cheval blanchâtre piaffaient sur une enseigne verte. Quant à la Providence, le thème était trop abstrait pour la peinture. On descendait là. Les événements se multipliaient avec une nouveauté inépuisable. Les flancs des chevaux battaient. La diligence s'ouvrait, se dévêtait de ses bâches, s'épanouissait. Tout le groupe exprimait fortement l'idée d'une tâche énorme, correctement accomplie. Un vieil homme barbu et doux, que maman appelait Piarounet, prit la petite Christine dans ses bras. La petite pleurnichait, se rétractait. On lui expliqua que tout le monde maintenant allait monter dans la belle voiture de tonton. La voiture à 4 roues, précisait Piarounet. Alors elle protesta, ne voulant pas que les autres voyageurs, ceux de la diligence, y montassent avec elle. Les longues jambes paternelles dessinaient en l'air des tâtonnements méticuleux avant de poser leurs semelles sur les marchepieds. Cependant, d'effrayants bruits de malles retentirent au fond de la diligence. Michelou reprenait à l'arrivée cet air d'Hercule féroce et familier, quitté depuis la gare et remisé quelque part sous les bâches pendant son inutilisation. Piarounet expliquait que le Mestreval était aux foires, qu'il ne rentrerait que le soir, que lui, Piarounet, le remplaçait, que, dans le grand domaine, tout allait pas trop mal et qu'il n'y avait pas trop à se plaindre. Puis il s'en revint avec tranquillité vers des gens qui étaient là. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.